Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec la rubrique Prêt pour l'impact. C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Chabanne, le fondateur de C'est qui le patron. Mais d'abord, pour ouvrir cette émission, on parlera des pièces auto d'occasion avec Laurent Assis-Arantes, le président d'Opisto qui vient de fêter ses 15 ans d'existence. Notre débat, il portera sur le tourisme rural avec le modèle des Gîtes de France. Ils fêtent leurs 70 ans, ils assurent des retombées économiques de plus de 2 milliards d'euros pour les territoires. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai la plateforme de livraison collaborative TutTut qui a l'ambition de révolutionner la livraison du dernier kilomètre. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. Le premier invité de ce Smart Impact, c'est Laurent Assis-Arantes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président d'Opisto. Vous venez de fêter vos 15 ans d'existence. On va faire le bilan évidemment, mais d'abord, je veux bien qu'on remonte à la genèse. Comment est née l'idée d'Opisto ? Oui, tout à fait. Alors c'est une histoire passionnante. C'est l'histoire de 2 étudiants qui partent au Qatar Trophy. Ouais. Et donc on a découvert finalement ce métier de la casse automobile, comme on l'appelait autrefois. Maintenant on appelle ça des centres VHU, pour véhicules hors d'usage. Et donc on a découvert ce monde du recyclage automobile. Des pièces pour réparer cette 4L. Voilà. Ouais, et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour moderniser ce métier et rendre plus accessible la pièce d'occasion. D'accord. Et donc vous créez cette plateforme, c'est ça, de vente de pièces auto d'occasion ? Voilà, l'objectif initial, c'était de créer une marketplace pour rendre accessible la pièce d'occasion à la fois aux particuliers et aussi aux professionnels. Ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que finalement, il fallait qu'on accompagne toute la filière pour essayer de la professionnaliser et rendre ce stock plus propre, proposer des services de garantie, proposer des services pour prendre des photos, mettre ces pièces en rayon et ensuite être capable de les vendre sur ces différentes plateformes. Oui, alors ça veut dire combien de références aujourd'hui sur la plateforme ? Alors aujourd'hui, sur Opisto, on a un peu plus de 8 millions de pièces. C'est des pièces qui sont essentiellement en France. On a aussi des pièces en Espagne, en Italie. Et on continue notre déploiement un petit peu partout en Europe. Mais ça veut dire que dans une voiture, toutes les pièces auto sont concernées ? Alors, les pièces qui sont les plus demandées aujourd'hui, c'est les pièces de carrosserie. Principalement quand on a des accidents, tout simplement. On a besoin de changer un pare-choc, changer un capot. Donc ça, c'est aujourd'hui presque 50% de la demande. Ce qu'on a aussi beaucoup, c'est finalement de la grosse mécanique, des pièces qui coûtent très cher, comme des moteurs, des boîtes de vitesse. Mais on a aussi différentes pièces qui sont dures à trouver finalement en concession, que ce soit un intérieur, des sièges, des habillages, des garnitures. Et tout ça, on le trouve aujourd'hui en occasion. Mais c'est quoi le modèle économique d'Opisto ? Alors, Opisto, aujourd'hui, diffuse l'ensemble de ses pièces sur nos marketplaces, donc opisto.fr et opisto.pro pour les professionnels, et prend une commission sur les pièces qui sont vendues sur la plateforme. D'accord, donc vous êtes un partenaire, alors moi je continue de dire casse auto, mais un partenaire de ces centres pour les véhicules hors d'usage ? Oui, voilà, alors on est plus qu'un partenaire, on est vraiment un accélérateur de croissance aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 1 pièce sur 5 qui se vend en occasion se vend sur notre plateforme en France. Donc c'est vraiment un accélérateur aujourd'hui. Avant, les pièces se vendaient essentiellement au comptoir et donc les véhicules avaient du mal à être valorisés pleinement. Aujourd'hui, on donne vraiment une visibilité à toutes ces pièces d'occasion et on accélère la commercialisation de ces pièces. Avant, en fait, on passait à côté de pièces d'occasion. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? C'est-à-dire que c'était difficile d'avoir une vision un peu générale du marché ? Je pense que c'est vraiment l'objectif, c'était de démocratiser la pièce d'occasion. Je pense qu'avant, elle était méconnue et elle était peu accessible. Aujourd'hui, finalement, on prend un ordinateur, un smartphone, on fait une recherche, on tape directement son immatriculation, on trouve la pièce qu'on recherche et on se la fait livrer chez soi, elle est garantie, on a un service après-vente. Donc finalement, on a essayé d'amener ce qui se faisait dans l'e-commerce classique et l'amener à la pièce d'occasion. Mais alors justement, il y a aussi évidemment un enjeu de sécurité. Vous êtes responsable des pièces d'occasion ou les centres de véhicules hors d'usage restent responsables ? Alors nous, on a une charte de qualité qu'on travaille avec les centres VHU. L'objectif, c'est vraiment de standardiser l'offre et d'y amener à la fois de la qualité du service. Donc les pièces sont testées, elles sont contrôlées, elles sont garanties. Il y a des services après-vente qui sont mis en place et tout ça est porté par
le centre VHU, qui lui va garantir la prestation de bout en bout. Quel bilan vous faites là, 15 ans après la création de Pisto ? 15 ans après, on voit que la pièce s'est fortement accélérée. On a de plus en plus de demandes. Comme je disais, aujourd'hui, une pièce sur 5 qui est vendue sur nos plateformes. Donc c'est énorme, ça s'accélère de plus en plus. Comme je l'ai dit en introduction, on a plus de 8 millions de pièces. On en a de plus en plus aujourd'hui sur notre plateforme. Et puis un chiffre d'affaires qui s'accélère. Alors les chiffres, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est près de 10 millions de chiffres d'affaires, plus 32% par rapport à 2023. Ça, c'est le chiffre 2024. Effectivement, 8 millions de pièces. 630 centres VHU clients en France, en Espagne, en Belgique, en Italie. Cette croissance-là, c'était la même les années précédentes. C'est une tendance... Alors, c'est une croissance qui s'est accélérée après le Covid. On a eu de plus en plus de demandes et une transformation un peu du secteur, puisque finalement, ne pouvant plus se déplacer pour aller dans les centres, les réparateurs se sont orientés plutôt pour acheter des pièces sur Internet. Des services sont mis en place, comme des services de drive, des choses comme ça. Donc, ça a permis vraiment d'accélérer. Qu'est-ce qui booste la filière ? Plutôt les pros ? Alors, beaucoup les professionnels. Ce qu'on essaye, c'est de lever les freins pour les professionnels, de garantir un niveau de service et de garantir une satisfaction. C'est vraiment notre objectif. Et aujourd'hui, les professionnels se disent satisfaits du service qu'on propose. Et donc, ça amène vraiment une récurrence d'achat qui fait que la pièce se développe de plus en plus vite. Alors, moi, je vois deux leviers. Les assureurs, déjà, il y a quand même pas mal d'assurances, notamment, qui font leur publicité sur le fait de proposer des pièces d'occasion. Oui, alors, comme je le disais, il y a beaucoup de pièces qui sont des pièces de carrosserie, qui sont commercialisées. Et finalement, ça, c'est c'est le reflet des accidents qu'on a au quotidien et qui sont pris en charge par les assureurs, qui eux vont promouvoir la pièce de réemploi, à la fois pour des raisons écologiques et des raisons économiques, puisque ça fait baisser la facture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la pièce neuve, en 10 ans, elle a doublé de valeur. Donc du coup, il y a vraiment un enjeu économique à essayer d'avoir une approche plus éco-responsable. Ça doit dépendre des pièces, évidemment, et puis avoir des écarts de prix de quel niveau ? Alors, sur la pièce de réemploi, on dit qu'en moyenne, on est à 70% moins cher qu'une pièce neuve. Maintenant, ça fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Sur des pièces récentes qui sont plus rares, on est un peu moins performant, mais on a quand même toujours un enjeu économique qui est très intéressant. Et les garagistes ? Est-ce qu'ils ont le réflexe ? Alors le réflexe, il est en train de se mettre en place. Les carrossiers l'ont beaucoup. Aujourd'hui, quand ils ont de la demande, ils proposent plus naturellement de la pièce de réemploi. Maintenant, nous, ce qu'on incite les consommateurs, les automobilistes, c'est vraiment de demander, de ne pas hésiter à demander, à faire réparer en pièce de réemploi. On a le droit aujourd'hui de demander. Le réparateur a le droit de refuser si vraiment il considère que la réparation n'est pas adaptée en pièce d'occasion. Mais aujourd'hui, on peut le demander et bien sûr, les solutions existent, donc c'est possible. Qu'est-ce qui freine encore ? L'état d'esprit ? Alors, ce qui freine, c'est bien sûr la disponibilité des pièces. On est dans un marché de pénurie. Aujourd'hui, on a moins de pièces d'occasion que ce que pourrait demander le marché pour la réparation. Donc ça, c'est un des facteurs sur lesquels nous, on travaille. Et après, ce qui freine, c'est la volonté d'y aller, à la fois pour le réparateur de la promouvoir, cette pièce, et puis le consommateur d'être sensibilisé à ça, de savoir qu'il a droit de faire réparer avec une pièce de réemploi. Plus de 8 millions de pièces disponibles, ce que vous disiez, et pourtant ça ne suffit pas, c'est ce que je comprends. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de véhicules avec énormément d'options, de particularités. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être capable d'avoir un stock très très large. Et alors comment vous pourriez élargir ce stock ? Alors il y a deux approches, il y a le fait d'avoir de plus en plus de centres et puis le fait d'aider les centres à mieux démonter les véhicules, mieux savoir finalement ce qui est attendu par le marché. Donc finalement c'est toute la data qu'on a pu accumuler depuis 15 ans qui nous permet aujourd'hui d'aider les centres à savoir quelle pièce démonter, comment la valoriser et de démonter des fois des véhicules plus jeunes qui partaient des fois à l'export pour être réparés dans d'autres pays. Aujourd'hui ce qu'on essaye d'inciter c'est de démonter ces véhicules pour les valoriser pleinement en France en pièces d'occasion et il faut savoir que l'ensemble des pièces qui constituent un véhicule coûte beaucoup plus cher que le véhicule au global. Donc finalement, on peut arriver à vraiment rentabiliser le véhicule en le démontant pour la pièce. Avec aussi, finalement, tout ce qu'on raconte depuis le début de cette interview, c'est ça, mais un changement d'image de ces casse-autos, c'est un terme que vous employez même plus. Oui, alors on essaye de vraiment le proscrire. Aujourd'hui, on n'est plus sur des centres industriels de recyclage. Il y a des centres qui sont beaucoup automatisés, qui ont vraiment mis en place des process avec de la qualité. On a des pièces qui sont rangées proprement, qui sont nettoyées au préalable, prises en photo. Et tous ces éléments contribuent à la qualité et contribuent à rassurer finalement le consommateur et surtout le professionnel qui a besoin de ça. Avec une numérisation de l'ensemble, c'est ce que vous avez apporté ? Ça avait commencé auparavant ? Alors ça avait commencé de manière un peu marginale en 2010. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contribué pour vraiment être capable de massifier cette informatisation. Aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt de continuer à industrialiser le secteur pour continuer à produire
produire davantage et produire mieux et uniformiser la qualité des services de pièces. Quand vous dites industrialiser le secteur, ça passe par quoi ? Alors ça passe par c'est des chaînes, donc, parce que c'est quand même de l'humain qui démonte une voiture. Donc, Alors c'est des chaînes, ça dépend des structures. Il y en a qui travaillent en multiposte, d'autres en monoposte. L'objectif pour nous, c'est plutôt finalement de s'appuyer sur la technologie, s'appuyer sur la data, sur les outils informatiques qu'on leur propose, pour les aider à savoir quelle pièce démonter, comment la valoriser, et finalement éviter de faire du surstock, de démonter encore un centième ou un 200e phare de Clio 1, mais plutôt de valoriser les pièces qui sont vraiment attendues par les réparateurs et de proposer du coup un service de bout en bout. Donc il y a une interface pour les centres VHU, c'est-à-dire que vous faites remonter les pièces les plus recherchées, c'est ça ? En fait, on a vraiment un processus d'expertise où on va les accompagner dans tout leur métier, que ce soit la partie administrative classique, mais jusqu'au process de démontage, on va les aiguiller sur quelles pièces démonter, comment les valoriser, à quel prix la proposer, et on va leur donner un maximum de data pour les aider à faire les bons choix. Vous êtes déjà en France, donc en Espagne, en Belgique, en Italie, il y a des projets d'extension encore ? Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver sur ces pays-là à finalement asseoir un peu plus notre position, continuer à développer les parts de marché sur ces pays, et puis bien sûr continuer demain l'expansion européenne, mais de le faire de manière assez prudente. L'objectif, c'est vraiment de consolider tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Assis-Sarantes, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, comment développer le tourisme rural, le tourisme de proximité. Comment développer le tourisme de proximité, le tourisme rural? On en parle tout de suite avec Solange Escure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice nationale des Gîtes de France, et Romain Viennois, bonjour. Bonjour. Le fondateur des Gîtes Grand Jardin. On va fêter avec vous un anniversaire, 70 ans de la Fédération nationale des Gîtes de France. Vous nous rappelez le modèle, tiens, en quelques mots? Oui, merci pour votre invitation. Donc, Gîtes de France fête ses 70 ans. Au départ, c'est un tourisme solidaire qui naît juste à la fin de la guerre, en 1951. C'est un sénateur, Émile Aubert, qui a l'idée, en fait, pour lutter contre l'exode rural, permettre à des agriculteurs de rénover un patrimoine bâti, d'obtenir un complément de revenus et permettre à des citadins, en fait, de découvrir les vacances à la campagne. 70 ans plus tard, les valeurs sont toujours là, le principe est là. Par contre, il y a une évolution forcément et une adaptation permanente au cours de ces 70 années. Et nous sommes nous occupons une place à part en fait dans le paysage touristique français, avec donc des propriétaires qui sont le socle de la marque, qui accueillent les vacanciers avec un accueil personnalisé. Ils sont les ambassadeurs en fait de leur territoire. Et on est toujours en milieu rural. À 84%, nous sommes implantés en milieu rural. Voilà. Donc c'est vraiment, pour nos territoires ruraux, le poids socio-économique est très très important. On va rentrer dans le détail évidemment. Ça représente combien de propriétaires, combien de logements disponibles aujourd'hui ? À date, nous avons 55 000 hébergements répartis sur l'ensemble du territoire et dans les DOM, et 42 000 propriétaires qui font confiance à Gîtes de France. Bon, et on va effectivement parler de l'impact économique finalement de ce réseau et des projets comme le vôtre. Alors, Grand Jardin, vous êtes pas... D'abord, ça va ouvrir quand? On peut commencer par là. Ça va ouvrir mi-2026 au cœur du Perche. Ok, et alors ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à quoi? Alors, avant ça, peut-être un peu le fondement, le point de départ du projet, qui est de voir que le tourisme, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas tenable. Et on voit bien pourtant le voyage lointain, l'avion, le city break, tout ça continue à faire rêver. Moi, ce que je veux arriver à faire, c'est arriver à faire rêver, à inspirer avec un tourisme qui soit ancré dans les territoires et qui soit hyper engagé. Et donc, Grand Jardin est né de ça, avec l'idée de proposer à la fois le confort et les services d'un hôtel 4 étoiles, pas renoncer à ça, l'autonomie, la liberté qu'on peut retrouver dans les gîtes, qui est quand même quelque chose de formidable, très actuel, je trouve,
Un engagement environnemental exemplaire, mais on pourra y revenir si vous voulez. Oui, parce que vous êtes au cœur d'une ferme, en fait. C'est Exactement. ça, voilà. Et cette idée, c'est justement d'embarquer un peu la clientèle dans la vie d'une ferme pour revenir à des choses simples, toucher, sentir, cuisiner, récolter. Et donc, on installe dès cette année, et on aura nos premiers légumes bio dans quelques semaines, une ferme donc, qui sera présente sur l'hôtel et on pourra interagir avec la ferme. Ouais. Et donc, il y a vous êtes un hôtel, mais il y a des gîtes pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'on peut, on peut choisir chacun son espace, quoi. Légalement, c'est un hôtel. Parce que c'est trop grand pour être un gîte, quoi. Exactement. Voilà, on dépasse ses capacités, mais c'est vrai que l'offre des gîtes nous inspire énormément. Moi, je ressens chez nos clients un vrai besoin d'autonomie, un besoin d'espace. On a envie de pouvoir faire sa cuisine, on a envie d'avoir un salon, on a envie de pouvoir être en groupe. Et donc, c'est quelque chose qu'on amène, sans renoncer quand même à une offre qui s'adapte très bien aux entreprises, puisque chaque chambre aura sa salle de bain. On pourra accueillir des séminaires, des salles de réunion, de la restauration. Voilà. Vous publiez, Solange Lescure, les résultats d'une étude sur les retombées économiques des gîtes de France. 2,2 milliards d'euros de retombées directes et indirectes. Ça représente plus de 31 000 emplois, alors à temps plein, on fait en direct, indirect, induit, etc. Est-ce que vous soupçonniez un tel poids économique? Parce que cette étude, vous ne la faites pas tous les ans. Alors, on l'a fait tous les 10 ans. Ouais. Donc, la dernière datée de 2015 et celle-ci de 2024. Donc, effectivement, nous savons que nous représentons un poids économique très, très fort pour nos territoires ruraux. Vous citiez ces chiffres-là. Il y en a un aussi qui est très important, c'est les investissements réalisés chaque année. Parce qu'il y a 846 millions d'euros qui sont investis par les propriétaires, soit pour créer, soit pour entretenir leur hébergement existant. Et en fait, pour nos territoires ruraux, ce sont les artisans, les commerçants qui en bénéficient directement. Donc c'est un cercle vertueux et c'est surtout très important pour nos départements ruraux. Il y a des départements en fait où c'est la Gîtes de France est presque l'offre unique d'hébergement finalement. La petite hôtellerie familiale, elle n'existe plus. C'est fini. On ne retrouve plus ces petits hôtels qu'il y avait dans tous nos villages. Donc il y a des communes dans nos territoires où il n'y a que le gîte, que la chambre d'hôte qui permet d'accueillir et de faire revivre ces villages. Alors, on parle de quel type d'emploi? Donc, il y a ce que vous disiez, les artisans qui vont travailler éventuellement sur la rénovation du patrimoine, parce qu'on parle de patrimoine aussi. C'est quoi, des emplois de service, j'imagine? Alors, quand on dit 31 000 emplois induits, c'est parce que bien le boulanger... D'accord. Voilà, c'est tout ce qui est... c'est ce qui permet aussi à un village de continuer de vivre. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est toute l'activité économique, toute la consommation des vacanciers, elle va générer dans les territoires ce maintien d'emplois. Est-ce que c'est un maillage, on le comprend bien, qui est assez unique sur le territoire français. Est-ce qu'il y a encore plus, comment je pourrais poser cette question? Est-ce qu'il y a encore plus de gîtes dans des départements un peu désertés par le reste des activités? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'hôtel, ou comme ça crée une offre. Exactement. Ouais. Si on prend le taux de pénétration de l'offre touristique, il y a des départements comme la Creuse, comme le Cantal, comme les Hautes-Alpes, comme ces territoires très ruraux, où en fait la part de marché Gîtes de France est très très importante et elle est vitale pour l'économie des territoires. Vous militez, on l'a compris, pour un tourisme responsable. Romain Viennois, si on rentre dans le détail, puisque vous êtes parti d'une page blanche d'une certaine façon en créant Grand Jardin. Alors vous avez coché quelle case? Racontez-moi. On a essayé de faire des choix, de privilégier des solutions qui soient simples, faciles à comprendre par tout le monde. Je vais en citer 2 ou 3 pour faire simple. On a 1500 mètres carrés de toiture parce qu'on se réinstalle dans une ancienne ferme. On artificialise du coup aucune surface, ça c'était aussi un des critères du projet. Toute cette eau-là, on la récupère, elle sera ensuite déviée vers un bassin d'irrigation qui va nous permettre d'arroser les cultures de la ferme. Donc récupération des eaux de pluie. Récupération de 100% des eaux de pluie.
Deuxième solution, on va implanter 3 hectares de miscanthus, qui est une grande canne qui pousse tous les ans, qu'on récolte, et qui va fournir des copeaux qui serviront à chauffer. Donc l'hôtel sera intégralement chauffé et la production d'eau chaude, avec cette culture de miscanthus réalisée sur place, et un complément avec des poêles à bois. Pareil, on a la chance d'avoir du bois partout. Troisième impact, c'est la restauration. Évidemment, ça paraît évident. Là, on a une ferme, ce serait dommage que le restaurant ne profite pas des produits de la ferme. Et au-delà, moi, ce que je veux, c'est avoir un impact à plus long terme, c'est changer les habitudes de nos clients, les pousser vers une alimentation plus raisonnable, un peu moins de viande, un peu plus de produits locaux, bio et de saison. Et donc, c'est venir à Grand Jardin, c'est aussi se familiariser avec ça, avec les saisons, avec la cuisine, et donc essayer de changer un petit peu les habitudes. Il peut faire très chaud dans le Perche l'été. Il y a de la climatisation ou pas? Pas de clim, pardon, j'en ai pas parlé. Non, on a fait travailler nos bureaux d'études qui me garantissent qu'avec l'isolation de 30 cm qu'on a prévu en terre-paille et des fenêtres un peu plus petites, c'est vrai, on aura un bâtiment qui sera super performant et adapté à un changement climatique à plus 4 degrés. Donc on espère que ça va passer. On a mis des volets, on fait en sorte qu'il y ait des ouvrants des deux côtés, voilà, pour pouvoir aérer. Donc ça aussi, il va falloir éduquer un petit peu nos clients à ça, mais on pense qu'on va pouvoir le faire. Cette ferme, elle n'existait plus, elle avait fermé. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle était plus ou moins à l'abandon, et je pense que c'est le cas de beaucoup de bâtiments ruraux, et je pense que vous le voyez aussi, des bâtiments qui sont plus adaptés à l'agriculture d'aujourd'hui. Clairement, la moissonneuse-batteuse, elle ne rentre plus dans la grange. Et donc, on a beaucoup de ce patrimoine rural. Donc, j'ai fait ce choix-là d'essayer de trouver un bâtiment qui se prête à accueillir quand même un établissement d'une bonne capacité. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Et là, en l'occurrence, c'est une ferme de l'ancien château de La Ferté-Vidame. Donc, c'est un bâtiment qui a une belle histoire. Qui était en ruine depuis des années, et on est content, et la collectivité aussi, tout le monde se réjouit de faire revivre cette ferme. Solange Escure, est-ce que Gîtes de France et engagement environnemental, ça rime souvent? Ah oui, ça rime, tout à fait. Nous sommes finalement les pionniers du tourisme durable. Nous avons créé également les écogîtes. En 2007, nous sommes les premiers à avoir mis en place les écogîtes. C'est quoi les critères d'un écogîte? Alors, c'est à la fois la rénovation, comme le disait monsieur, sur des matériaux bien particuliers. Et puis, donc, des engagements de consommation. C'est une rénovation qui rentre dans des critères éco-environnementaux, en fait. Mais est-ce que ça fait partie des critères des clients des Gîtes de France? Parce que ça, c'est une vraie question. À chaque fois qu'on parle tourisme et tourisme vert, c'est pas forcément le premier critère. Exactement. En fait, ça fait partie de la vitrine. Mais ce n'est pas ce que vont nous demander les vacanciers. Après, ils apprécient d'avoir du tri sélectif, d'avoir un hébergement éco-responsable, etc. Mais ce n'est pas une demande première. Vos gîtes, on l'a compris, ils sont immergés dans une ferme bio, enfin l'hôtel, je vais employer les bons mots. Est-ce que vous allez faire de la pédagogie aussi? Parce que si on parle des clients, qu'est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils viennent dans un hôtel ou dans un gîte? Est-ce qu'ils cherchent l'engagement environnemental? Vous avez raison, pas spécialement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est des clients qui sont un peu curieux, mais qui ne sont pas encore familiers, on va dire, avec ces sujets environnementaux, essayer de les convaincre. Et donc, justement, la singularité un petit peu de Grand Jardin, ça va être qu'on pourra, tout au long d'un week-end, participer aux travaux de la ferme si on veut rester au bord de la piscine, aucun problème, aucun jugement, c'est tout à fait acceptable aussi. Donc on va participer aux travaux de la ferme, cuisiner ensemble, et puis c'est une offre qui pourra être complétée aussi en semaine, cette fois pour les entreprises, où on pourra là cette fois apporter un contenu un peu plus détaillé sur la transition écologique et sur l'alimentation. Ouais, on parlait de l'impact économique d'une activité touristique. Qu'est-ce que ça représente avec un projet comme le vôtre? Est-ce que vous l'avez déjà évalué, le nombre d'emplois que vous avez créés? Oui, alors c'est évidemment beaucoup plus petit que Gîtes de France qui part mais oui, mais vous, c'est un projet, mais oui, ça va être une vingtaine d'emplois directs à temps complet sur l'ensemble de l'année sur le site. Ce qui est intéressant, c'est que notamment la partie agricole, puisqu'on arrive à recréer une ferme, recréer un modèle économique autour d'une ferme de petite taille,
un peu grosse quand même. On arrive à recréer un modèle autour de ça. Et au-delà, vous le soulignez aussi, c'est la création d'emplois indirects, puisque c'est tout un territoire qui, je l'espère, va pouvoir bénéficier de cette vingtaine, trentaine de groupes qui viendront séjourner chaque week-end dans le coin, sur un territoire qui est en difficulté, on va dire, qui est un peu au bord d'être en situation plus fragile. Donc on est content, les élus aussi sont contents d'avoir ce petit bonus. Est-ce que, dernière question, Solange Escure, il y a une demande toujours aussi importante. Est-ce que vous voyez le nombre de nuitées progresser année après année? Oui, alors surtout post-Covid en fait. Ouais. On est à une croissance à 2 chiffres par rapport à 2019 et qui ne se dément pas. Les Français en 2020, ils ont redécouvert la France et donc redécouvert notre marque. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre grand entretien, c'est la rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui le fondateur de la marque C'est qui le patron, la toute première marque créée par les consommateurs en soutien des producteurs. Bonjour, je voudrais qu'on remonte à l'origine, au premier jour en fait. Comment elle naît l'idée? Alors c'était en 2015, même si les produits sont arrivés en 2016. Pour faire simple, précisément, on était à l'époque toujours un collectif de consommateurs comme aujourd'hui. On s'occupait des fruits et légumes moches, les fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect, qu'on sauve du gaspillage. Je rappelle toujours ce que c'est par an. Ce qu'on gaspille, c'est 10 millions de tonnes en France. C'est le Stade de France rempli à ras-bord de produits parfaitement consommables et qui ne voient pas un estomac humain. Voilà, ça parle. Le Stade de France rempli à ras-bord. À ras-bord, à 5 mètres près. C'est un calcul qui avait été fait après le calcul fait par les Anglais pour Wembley. Et nous voici donc dans une conversation avec un conseiller du ministère, puisque la démarche anti-gaspi française va être présentée à l'ONU, à la suite d'un article du New York Times. Et à la fin, le conseiller nous dit il y a une détresse totale côté producteurs laitiers. Est-ce que vous auriez une idée côté consommateurs? Nous, spontanément, on pose une question. Qu'est-ce qui manque sur une brique de lait? Combien il manque pour que le producteur vive? Qu'est-ce qu'il faut lui donner? Et c'est là où apparaissent les 8 centimes par litre. Deuxième question, combien on boit de litres par an et par habitant? 50 litres par an et par habitant, donc fois 8 centimes manquants pour qu'il soit heureux. On est arrivé à 4 € à rajouter sur nos achats de lait par an, côté consommateur, pour qu'il vive de son métier. Voilà comment tout est parti. On a demandé aux grandes marques de le faire. Elles ne l'ont pas fait, on l'a fait nous-mêmes. Et donc vous créez la marque. Il y a quand même... qui vous met en rayon la première fois? Comment ça s'accélère d'une certaine façon? Oui, alors ça c'est l'enseigne Carrefour, avec qui on travaillait pour notamment les gueules cassées, les fruits et légumes moches, à qui on a dit... Écoutez, on est vos clients du magasin. Ça, c'est important que je le dise tout de suite parce que ils nous connaissaient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas en relation avec une entreprise traditionnelle qui essaie d'avoir des parts de marché, des résultats financiers. On va réexpliquer que on le dira après. C'est une coopérative. C'est vraiment un modèle particulier. Voilà, un peu particulier, mais qui à la fois leur a donné une sensation. Je me rappellerai toujours de ces mots de Bertrand Swiderski ou du patron de l'époque. C'est terrible, mais j'ai oublié le nom du patron de Carrefour de l'époque, Jérôme Bédier. Et lui dit OK, vous êtes nos clients, s'il n'y a pas d'enjeu financier, on va vous aider différemment. Et c'est comme ça que cette petite brique de lait, sans moyens particuliers, sans commerciaux dans les magasins, sans grande campagne de pub, arrive dans 5500 magasins en quelques jours, ce qui, d'après eux, est assez rare, même un peu jamais vu. Et Nicolas Chaban, avec un succès qui est quand même rapide. On ne va pas se mentir. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, même si vous y croyez forcément, sinon vous ne l'auriez pas lancé? Nous, le jour où on découvre qu'il faut rajouter 4 € sur nos achats de lait pour rendre des producteurs heureux, on se dit on ne va pas être les seuls à pouvoir mettre 4 € par an. Par an. Mais là, je vous redonne le cadre de l'époque. Les plus grands spécialistes nous disent vous n'avez pas de communication, pas de commerciaux dans les magasins. Vous êtes juste des consommateurs. Vous allez vendre maximum 5 millions de litres. C'est le plafond maximum. Donc c'était le rêve des 5 millions. Mais on savait qu'à l'autre bout, les familles devaient vendre beaucoup plus de lait pour s'en sortir. Et le premier mois, arrivent des chiffres fous. 1 million de litres de lait. La première année, les 5 millions sont tellement évidemment dépassés. On est à 33 millions de litres de lait.
Et en 18 mois, ça devient la brique de lait la plus vendue de France, Ouais, hors MDD. C'est toujours vrai aujourd'hui? Toujours vrai, ouais, même ça s'est renforcé. C'est pareil pour les 2 beurres bio. Et je vous donne un chiffre tout de suite, qui n'est pas une gloire de la notion de podium, mais l'espoir côté producteur. Vous avez, quand vous avez en main ces produits, c'est qui le patron, créés par les consommateurs, vous avez la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Ça veut dire que le monde économique n'a pas créé une marque depuis 10 ans dans l'agroalimentaire qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc c'est un autre chemin qui donne beaucoup d'espoir aux producteurs, mais aussi aux consommateurs. Avec ces chiffres, 482 millions de litres de lait solidaire vendus, 593 millions de produits solidaires vendus. D'ailleurs, il y a combien de produits aujourd'hui sous la marque C'est qui le patron? Alors il y a 21 familles concernées. Après il y a des références, vous savez, le lait demi-écrémé, le lait entier, le lait délactosé maintenant, pour que tout le monde puisse aider les producteurs. Donc 21 familles, 33 produits, 33 références. D'accord. Voilà. Et alors, quelle démarche pour lancer un nouveau produit? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, parce que c'est une marque de consommateur, pour aider les producteurs, on le rappelle. Donc, à quel moment vous dites, tiens, on va, je ne sais pas, vendre des pommes de terre, par exemple? C'est un bon exemple. Les pommes de terre sont apparues de cette façon-là. Alors, comment? C'est une bonne question. C'est toujours, sur le site, on peut signaler les produits qu'on aimerait plus transparents dans notre consommation ou qu'on aimerait voir arriver en rayon sous ce principe. Une fois qu'on a cette sélection, qui se fait toujours assez naturellement, il n'y a pas beaucoup d'études de marché chez nous, ça se fait un peu émotionnellement. Là, c'est le cas, je vais prendre un exemple concret pour les pommes en ce moment. Il y a des échalotes oignons, il y a des produits qui arrivent, l'emmental vient d'être décidé collectivement. On va faire les cerises qui viennent de se finir. On fait des cerises solidaires. La nouveauté, c'est que nous, consommateurs, on est décideurs. On va pouvoir voter sur des questions très simples. Est-ce qu'on met la rémunération du producteur au cours mondial? Il ne gagne pas sa vie. Et là, je vois, évidemment, les cerises à un prix donné. Si je rajoute les centimes qui lui manquent, écoutez bien, sur les cerises, on a posé la même question que sur le lait. Qu'est-ce qui vous manque sur un kilo de cerises? Donc ça, c'est la question que vous posez à l'exploitant. En amont du questionnaire. Et là, il nous dit, moi, il me manque 1,50 € par kilo. Deuxième question qu'il ne faut jamais oublier, combien on mange de cerises par an et par habitant? 400 grammes. Alors on se dit, attends, 400 grammes multiplié par 1,5 €, ça fait 60 centimes par an. Et donc cette équation qui nous manquait, la boussole du prix le plus bas qui est importante, elle n'éclaire pas toute la zone de notre consommation. Et donc on a mis la question, est-ce que vous êtes prêt à rajouter 60 centimes par an? Massivement, les gens disent oui. J'imagine que tout le monde répond oui. Mais après, il y a d'autres choses. Votre question elle est intéressante parce que nous, on a découvert, nous l'équipe, que la détresse des producteurs de cerises qui arrachent leurs arbres en France, il y en a 30% de moins là, en quelques années, c'est parce que depuis toujours, on ne sait pas qui a décidé ça, c'est le syndrome Kaiser-Sosé de Usual Suspect, on ne sait pas qui c'est. On a découvert qu'on vendait naturellement les plus grosses cerises. Mais les moyennes, pas les toutes petites, elles ne sont pas vendues, donc pas valorisées. On a proposé à tout le monde de mettre ces cerises-là plutôt que les très grosses. À l'instar d'un arbre cerisier chez nos grands-parents, personne n'est venu faire des tris. Celle-là, je ne la veux pas, elle n'est pas assez grosse. Voilà, le panier de récolte chez une grand-mère ou un grand-père ou chez ses parents, c'est vraiment les cerises comme elles sont. Et bien là, le choix, c'est fait. C'est un calibre moyen et c'est ça qui va sauver les producteurs. Et oui, parce que ça leur permet d'écouler ces cerises qu'ils ont du mal à vendre dans le circuit classique. C'est ce que je comprends. C'est ça, il y a une espèce de règle qui s'est emparée du marché, comme le beurre bio, avec cette espèce de couleur toute l'année qui s'appelle le carotène, qui donne un colorant, qui donne la couleur la même au beurre. On s'est dit, mais pourquoi on l'enlèverait pas? Maintenant, le beurre, c'est que le patron suit les saisons par rapport à ce que mangent les vaches, les fleurs. Donc il n'a pas toujours la même couleur. Et il y a 1 centime qui a pu être récupéré pour être amené au producteur. Donc en fait, nous, pour la première fois, consommateurs, on a les données de l'histoire et on crée le prix voté conseillé, puisque les prix sont libres, qui nous donne une double indication. Alors, je reviens au modèle. C'est une coopérative. Comment ça marche? Alors, il y a une coopérative, il y a 3 structures. Vous l'avez, ce que je vous décris là est sur le site internet, parce que c'est important pour nous d'être le plus transparent possible, puisqu'en tant que consommateur, on veut être dans une autre logique que la logique
des marques où on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Là, vous avez tout. La coopérative, c'est la patronne. Vous pouvez devenir, comme je le suis et comme 16 000 personnes le sont, sociétaire. 1 euro, c'est la loi qui veut que ce soit 1 euro à vie, vous devenez sociétaire, et là, vous allez participer aux décisions de, entre guillemets, l'entreprise, qui est une SCIC. Et à côté d'elle, cette coopérative, Locomotive, elle a 2 autres structures qui vont créer des produits, mettre en rayon. Et les 3 structures sont coiffées de la même logique. Pas de dividendes versés en fin d'année, c'est-à-dire que l'argent, puisque c'est un immense succès, revient vers le soutien aux producteurs. Et on est allé même un peu plus loin en créant effectivement la fondation actionnaire pour que du vivant de l'équipe initiale, mais également pour les générations futures, cette aventure, c'est que le patron ne pourra jamais être revendu à un groupe pour faire une opération financière à quelqu'un qui ne serait pas dans les valeurs initiales. Donc on a une maison solide qui protège les producteurs, qui nous protège aussi nous consommateurs. Si on protège les producteurs, il ne faut jamais oublier de rappeler que ce sont des gens qui nous nourrissent tous les jours. Dans le contexte actuel, faire en sorte qu'ils soient là demain et que leurs enfants et que les plus jeunes reprennent, c'est vital. Donc c'est vital pour eux et c'est vital pour nous. On y reviendra sur cette fondation actionnaire, mais ces dividendes que vous ne versez pas, qu'est-ce qu'ils deviennent ? C'est pas 100% aux producteurs. Il y a comment ? Alors il y a une mise en réserve dans la partie structure pour que l'aventure reste indépendante, puisqu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de fonds. Vous savez, généralement dans une structure, enfin vous savez mieux que personne, mais si vous avez un fonds qui vient, il va vous demander de la rentabilité. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il aura tendance à dire mais pourquoi vous donnez autant aux producteurs ? Enlevez quelques centimes à la fin de l'année. On se paiera de notre investissement. Bonheur absolu, le succès a été tel, la bonne étoile est tellement accrochée au-dessus de l'histoire, on n'a pas eu besoin de banque ni de fonds. Donc, les dividendes, enfin, ce qui serait des dividendes, reviennent en priorité aux producteurs. Mais vous gardez quand même... On garde une réserve qui nous rend indépendants, donc ça reste dans la structure. Et cette réserve, c'est pareil, elle va aider d'autres producteurs que les 2500 familles impactées directement. Vous n'imaginez pas, c'est la première fois que je vais le dire, mais je tiens à le signaler. Quand on achète ces produits, on aide les familles derrière les produits. Les œufs, le beurre, le lait, la farine, voilà. Ce sont des producteurs français qui, bientôt les fruits et légumes, s'en sortent. Mais comme il reste de l'argent, on a créé des aides directes, 1 500 € qu'on mobilise immédiatement. C'est une histoire de consommateur, ce n'est pas un discours de marque que je vous fais. Il y a des gens qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. On peut les aider. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à remplacer leur tracteur. On amène 10 000 € sans garantie, ce sont des prêts sans garantie. Tout ça, c'est possible grâce aux achats de tout le monde. Et je vous assure, l'équipe s'en occupe et nous raconte ce qui se passe. Quand un producteur n'a plus aucune solution, savoir que des consommateurs ont créé une petite tirelire qui lui redonne l'occasion de relever la tête, de remplir son frigo, de changer un tracteur et de repartir, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'il y a à l'autre bout. Voilà, je vais en témoigner parce que l'équipe, Anna, Marie, s'en occupe toute l'année. Et les impacts sont très forts pour les producteurs. Voilà. Allez voir sur le site internet les témoignages qui sont très touchants. Et donc cette fondation actionnaire, vous avez décidé de léguer toutes les actions de vos entreprises, pas seulement de C'est qui le patron, à cette fondation. Déjà, ce modèle juridique, c'est quoi ? C'est assez rare quand même. Oui, c'est très rare la fondation actionnaire. Il y en a très peu en France. Il y en a beaucoup plus dans les pays d'Europe du Nord, aux États-Unis aussi. Je vais le faire concrètement. Pourquoi est-ce que, à titre personnel, je l'ai fait ? De mon vivant, je dirais que tout était stabilisé pour que ce soit une aventure collective qui ne puisse pas être autre chose qu'une aide aux producteurs. Pas de revente déjà possible. Oui, parce que vu le succès de la marque, ça peut aiguiser un certain nombre de convoitises. Voilà. Puis après, on nous a dit maintenant ça vaut 30, 40 millions d'euros, puisque c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, le lait le plus vendu, 128 millions par an. Enfin bon. Donc ça a une valeur économique. Le fait est que si je disparais, ou si ça va être le cas un jour, mes enfants se retrouvent en situation de récupérer
et donc de pouvoir à nouveau, finalement, disposer et avoir d'autres influences. Vous leur avez demandé de renoncer à un héritage d'une certaine façon. Et c'était très touchant pour moi, c'est que en France, on ne peut pas juste mettre ses actions dans une fondation actionnaire. C'est une espèce de personne morale qui fait que ça n'appartient à plus personne sinon au bien commun. Il n'y a plus personne qui peut décider, je dirais, négativement du sort de l'histoire. Donc c'est ça qui est merveilleux. Mais mes enfants, merci à Clara, Léo, Mathéo, ont dû signer. Et eux-mêmes se sont finalement un peu déshérités de cette part d'argent qu'ils auraient pu imaginer pour eux. C'était très touchant parce qu'il leur a fallu à peu près un centième de seconde pour dire oui. Et je les remercie. Mais surtout, je suis prêt à aller voir tous les entrepreneurs. J'en ai vu beaucoup là récemment au MEDEF pour leur dire... être le plus riche du cimetière, je ne sais pas si c'est quand même le destin le plus merveilleux qui soit. Pour au moins la moitié, moi je l'ai fait à 100%, prévoyez peut-être de mettre le fruit de ce travail dans une structure de bien commun. Là, ça va protéger longtemps les producteurs. Et d'ailleurs, on va lancer là, dans les prochaines semaines les entreprises du partage. C'est le modèle de C'est qui le patron qu'on propose d'expliquer et de mettre en place sur d'autres secteurs. Alors tiens, justement, sur ce thème, vous savez que chaque semaine dans ce grand entretien, dans la rubrique Prêt pour l'impact, on demande à l'invité de poser une question à l'invité de la semaine suivante. Donc vous poserez une question au patron du groupe SOS, qui sera là la semaine prochaine. Mais la semaine dernière, c'était Thibaut de Saint-Simon, le directeur général de la Fondation Entreprendre, qui donc a une question pour vous. On l'écoute. Cher Nicolas, ça fait plus de 10 ans que vous êtes engagé sur la juste rémunération des producteurs. À la Fondation, on est engagé sur les enjeux d'entrepreneuriat au sens large. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on pouvait étendre votre action pour que chaque entrepreneur puisse décemment vivre de son activité. Alors, est-ce que c'est ce dont vous commenciez à parler entre entreprises du partage? Bon, mais c'est merveilleux. Là, on est du point de vue de l'entrepreneur. Ouais. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Oui, je vais essayer de faire simple. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs qui se payent à peine. Qui ont du mal. Ouais. Alors, c'est valable pour toutes les tailles d'entreprises. Ouais. Parce que des très grosses entreprises sont venues nous voir. Je ne donnerai pas leur nom, mais on les connaît tous en disant, et toutes, le système capitaliste actuel va s'effondrer. Enfin, le tour de magie n'est plus possible. En gros, moi je suis consommateur, je ne sais pas vraiment à quoi sert mon argent. Je me rends compte qu'il a un impact négatif sur des producteurs. Les salaires ne sont pas très hauts, l'impact environnemental est catastrophique. J'ai envie en tant que consommateur que mon argent serve à quelque chose de bien. Maintenant, si je dois aller retourner le produit, comprendre comment il fonctionne, c'est long et fastidieux. On va donc créer une labellisation finalement consommateur d'une entreprise. D'accord. Je vais savoir que cette entreprise, parmi cette famille qui va grandir, eh bien quand j'achète, les producteurs, soit s'il y en a dans le système, sont bien rémunérés, mais les salariés sont payés à un prix correct. L'impact environnemental, je peux le mesurer. Par transparence, je sais qu'en amenant mon argent à cet endroit-là, j'ai des chances que mécaniquement le monde aille mieux. Donc les entreprises du partage, c'est une sorte de label ? Ouais, c'est un modèle inspiré de ces 8 ans de C'est qui le patron, qui, à mon avis, va être au-delà de l'aventure de C'est qui le patron, un modèle d'avenir. On ne peut pas imaginer que le monde détruise avec l'argent de tous, pas facile à gagner. Et pour répondre à cette question, effectivement, l'entrepreneur, il doit aussi s'en sortir. Il y a aujourd'hui des entrepreneurs, notamment les petites entreprises, qui ne gagnent pas leur vie, c'est-à-dire qu'ils prennent une part de risque, ils ne seront jamais millionnaires, on le sait, et ils se battent pour que les entreprises existent. Et bien là, nous, consommateurs, on va échanger de la transparence et du partage avec ces entrepreneurs contre un succès. Parce que vous prenez n'importe quel secteur, il faudrait trop de temps, mais je peux vous décrire ça sur d'autres secteurs, comme la santé. Si à un moment donné, on sait, nous, consommateurs, qu'un entrepreneur nous a intégrés en tant que consommateurs à l'intérieur de son logiciel. On sait où va l'argent, à quoi il sert. On sait que notre argent apporté à cet endroit ne peut pas faire autre chose que mécaniquement des choses positives sur le monde qui nous entoure. On va naturellement lui amener notre soutien de consommateur. C'est le plus important qui soit. Et c'est là où la fondation actionnaire se place dans la structure pour nous garantir à nous, consommateurs, que c'est prioritaire d'amener notre argent dans cette entreprise plutôt que cette autre. Avec quand même la question du pouvoir d'achat. Dans votre démarche, à chaque fois que vous dites tiens, on va se positionner sur un produit,
c'est une démarche de consommateur et donc vous évaluez combien ça va coûter sur l'année. On a vécu une période inflationniste très forte, on va peut-être en vivre une nouvelle avec la guerre commerciale allumée par Donald Trump. Est-ce que ça vous a impacté à l'époque et est-ce que vous craignez que ça vous impacte dans les mois à venir ? La chance folle de cette aventure, c'est qu'elle n'a pas du tout été impactée par les 8 années et toutes les contraintes. Ce qui montre bien, et ce n'est pas pour les podiums et les chiffres, que c'est sans doute l'avenir de notre consommation. Quand nous, consommateurs, on sait où va notre argent, je vous donne l'exemple de la brique de lait. La brique de lait, c'est qui le patron ? Elle a augmenté entre le Covid et la guerre en Ukraine. Elle est passée de 99 centimes à 1,27 €. On s'est tous dit, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Mais comme on sait tout des centimes qu'on a rajoutés, on a pu dire à tout le monde, aux sociétaires, aux consommateurs, à la presse, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de produits qui l'aient fait, vous voyez, ces 28 centimes, on va vous dire où ils sont allés. Il y a eu 13 centimes vers la laiterie des producteurs, 15 centimes vers les producteurs. Vous savez qu'à un moment donné, ça augmente de 28 centimes, mais que ça profite ou à la laiterie des producteurs, aux salariés, on a vérifié aussi ça, ou aux producteurs. Il n'y a rien eu qui était allé du côté, merci des distributeurs qui ont joué le jeu, rien du côté de C'est qui le patron parce qu'il n'y en avait pas besoin. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est la plus forte progression dans cette période. Donc alors plus que vous 13%. affichez 30 centimes de plus, ça a progressé de 13%. Parce que les autres progressaient plus en prix ou pas ? Non, les autres, vous liez ça à la transparence. Ils suivaient naturellement cette progression de prix. Ils étaient parfois moins chers, mais le rayon a baissé de 3,5% en cette période. Et c'est qui le patron, qui était déjà la brique la plus vendue, la marque nouvelle la plus vendue, a progressé de 13%. Mais c'est pas pour les chiffres, c'est pour dire aux entrepreneurs, n'ayez plus forcément le rêve du succès absolu qui va vous rendre encore une fois très riche pour peut-être pas toutes les bonnes raisons du monde. Parier sur un autre chemin. Je crée une entreprise, je la crée dans une logique de partage, j'intègre les consommateurs dans mon système, je reste un entrepreneur indépendant, personne ne viendra me dire quoi faire en tant qu'entrepreneur. Il y a une absolue autonomie. Mais je sais, et je donne un repère clair, que l'argent qu'on m'amène va servir à des choses utile et que ça ne pourra plus faire autre chose que soigner le monde qui nous entoure. C'est ça les entreprises du partage et on y croit beaucoup. Je vais m'appuyer sur une citation, vous l'avez dit sur TF1 au mois de janvier dernier, c'est récent. Si on veut sauver les agriculteurs, il doit se passer quelque chose cette année. Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu majeur ou comme bascule en cette année 2025 ? Alors merci d'en parler. C'est absolument pas à la mesure de l'urgence que sans doute notre pays parle de tout ça. Je vais être très concret. Les producteurs en France, ils étaient 1 500 000 en 1970, les exploitations agricoles. On est à 395 000. On a perdu 1 100 000 exploitants, des gens qui bossent tous les jours pour nous nourrir. Là, ça s'accélère. On est à 27 fermes par jour qui mettent la clé sous la porte, 200 par semaine. Ça s'accélère encore parce que l'INSEE dit, vous voyez, il reste 395 000 exploitations. Dans 5 ans, la moitié part à la retraite. Donc, qui va nous nourrir ? Puisque les producteurs arrêtent, ne reprennent pas les fermes parce qu'il n'y a pas de revenus. Quand sur le lait, vous faites 7 jours sur 7 en tant que producteur de lait, lundi, je vais le faire rapidement, 5h30 du matin, vous avez une première traite, vous avez une deuxième traite à 18h30. Et ensuite, vous êtes à mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, il n'y a pas de week-end. Le samedi, vous vous relevez à 5h30, comme le dimanche, et vous repartez le lundi, et vous ne prenez pas de vacances. Non mais attendez, on est dans un monde où ces gens qui nous nourrissent tous les jours n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Donc l'urgence, elle est simple, c'est maintenant que ça se passe cette année, où on arrive à inverser cette courbe du départ et de l'abandon de ce métier merveilleux qui nourrit les autres, et on aura protégé de la nourriture à nos portes. Ou alors, sans être alarmiste, on va quand même faire un petit rapide schéma. On va parier sur quoi ? Sur de la nourriture du bout du monde. Mais le bateau du bout du monde, qui va sillonner entre différents conflits et sous la pression qu'on voit actuellement, évidemment, avec les États-Unis qui créent une pression supplémentaire. Comment on est sûr que cette nourriture va arriver jusqu'à nous ? Donc,
On a de la nourriture. Enjeu de souveraineté alimentaire. Et on a de la nourriture près de chez nous. On rajoute comme argument. On connaît, on sait comment elle est faite. Il faut qu'on protège les gens qui nous nourrissent. Mais il y a une loi d'orientation agricole qui a été votée juste avant le salon international de l'agriculture qui portait notamment sur cet enjeu et qui, c'est un engagement, je crois que c'est sur les 5 ou 10 prochaines années. Elle est passée à côté de Non, ça ne marche pas. On essaie d'être très bienveillant. On parle beaucoup pendant le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron est venu nous voir, comme la ministre de l'Agriculture, comme le Premier ministre. On leur a dit ce que je vais vous répéter. Oui. Les producteurs disparaissent. Vous êtes. Mais alors, il fallait faire quoi? Alors, il faut arrêter de faire Egalim 1, 2, 3, 4 jusqu'à 74. Il faut qu'un acteur, le seul acteur qui peut, dans ces négociations commerciales, changer le sort des producteurs, apparaisse. Cet acteur, c'est nous, les consommateurs. C'est-à-dire que on doit pouvoir être autour de la table quand une marque, avec un distributeur, est en train de décider du sort sous pression des marges du producteur. Nous, on doit lever la main en disant « Attendez, vous faites tout ça pour nous, vous considérez quand même qu'on est très important, nous, les consommateurs, dans votre schéma. Eh bien, on vous demande de protéger avec notre argent ce monsieur ou cette dame. Faites en sorte qu'ils gagnent leur vie. Si on n'est pas là, il y aura toujours des arbitrages où à la fin, vous savez, c'est le producteur, celui qui se défend le moins, la surface un peu molle de l'équation à qui on dit « Désolé, on peut te laisser que les miettes de notre négociation trop dure ». Donc mettez les consommateurs dans l'histoire, on est bienveillant, on est capable de protéger et de faire beaucoup de publicité positive demain à des marques qui feront la même chose. Il ne faut pas que le patron reste seul à faire du bien aux producteurs. Il faut que toutes les marques s'y mettent. C'est pas forcément inflationniste ? Non, parce que si vous avez ce que j'appellerais, ce qu'on appelle aujourd'hui le juste prix, vous êtes en face d'un prix durable. Et merci aussi pour cette remarque qui va me permettre de vous dire comment on va faire des économies sur le long terme. Quand vous avez une brique à 1,27, elle est au juste prix. Elle n'est pas plus chère que celle qui est à 1,15. L'autre n'est pas au prix où il faudrait finalement trouver le produit pour que notamment le producteur vive. Il y a une logique très simple. Et la transparence, récemment on a donné tous nos comptes au patron d'Intermarché Thierry Cotillard qui voulait voir où allait l'argent, comment, pourquoi, à quoi il servait. Quand on est sûr que l'argent sert à quelque chose de bien, on achète les produits. L'équation qu'il faut avoir en tête, 30 secondes. C'est que les économies qu'on fait à court terme quand on achète moins cher, on va le payer une fortune derrière. Quand à un moment donné, il faut réparer les impacts sur la santé, les impacts sur l'environnement, ce qui nous semble être une économie à court terme est une bombe à retardement économique pour la suite. Payons au juste prix les produits en protégeant les producteurs. Merci beaucoup Nicolas Chaban et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Pierre-Étienne Montenot, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de TutTut, entreprise créée en 2021 par Vincent Chabert. C'est quoi TutTut ? Alors, TutTut, c'est une solution pour vos livraisons à proximité, jusqu'à 30 km, par un particulier. Alors, pour expliquer peut-être plus simplement, c'est le Blablacar du colis, avec un côté instantané. C'est-à-dire qu'avec notre communauté de 235 000 co-transporteurs particuliers, on peut vous livrer en 2 heures à partir de réception de la commande. D'accord, donc c'est une plateforme de livraison collaborative, on peut dire ça comme ça. Exactement. Avec des partenaires, vous avez des partenaires en dehors des particuliers qui participent, des enseignes partenaires notamment ? Exactement, on travaille aujourd'hui avec tous les acteurs majeurs de la grande distribution. Je vous explique, on fait notre drive. À la fin de notre drive, sur un supermarché, on va décider si on veut se faire livrer. Si on veut se faire livrer, on peut se faire livrer par un cotransporteur, c'est-à-dire un particulier qui passe par là, qui va pouvoir optimiser son trajet et vous livrer. Quels avantages pour... Alors, on va faire côté client et côté livreur. Pour les clients ? Alors, pour les clients, l'avantage, il est double. Il est double parce qu'au niveau du prix, ce sera moins cher. Et aussi, on va reconstruire aussi des communautés. C'est-à-dire que la personne qui va venir nous livrer n'est pas un professionnel et on va recréer du lien dans les communautés. Et ça, c'est super intéressant pour nous. Donc, il y a un impact sociétal d'une certaine façon. Il y a un impact sociétal et tous les jours, on a des belles histoires. Et un impact environnemental aussi qu'on peut évaluer ? Un impact environnemental qu'on calcule tous les jours. Sur le mois de mars, on a pu économiser 400 000 kilomètres. Alors, comment vous arrivez à ce résultat ?
Alors, comment on arrive à ce résultat? En fait, nos cotransporteurs rentrent les trajets qu'ils font chaque jour. Ouais. Et notre algorithme va les appeler en priorité. Et donc, si une personne passe par le trajet, par exemple pour faire des courses, eh bien, le cotransporteur récupère ses courses, va livrer au cotransporteur. Donc, sans aucune émission, on va pouvoir livrer les courses. De toute façon, ce trajet, il l'aurait fait, c'est ça Exactement. la logique. On optimise notre trajet du quotidien. Ouais, c'est notre objectif. Et quel avantage justement pour ces transporteurs, pour ces livreurs? Alors, les avantages pour les livreurs, ils vont avoir un défraiement, ce qui va leur permettre d'optimiser leur voyage, leurs frais du quotidien. Et ensuite, ils vont aussi pouvoir rencontrer des personnes de leur voisinage. Et on a de superbes histoires, notamment chez les personnes âgées ou ces personnes handicapées qui sont très, très contentes de travailler avec nous. Mais alors, quel statut ont ces transporteurs? Alors, ces cotransporteurs, ce sont des particuliers. Ce ne sont pas des livreurs, on les appelle vraiment des cotransporteurs. D'accord. On est dans le même cadre de la loi, c'est la loi de cotransportage, c'est le même cadre que quand on fait du covoiturage, par exemple, avec Blablacar. Ok. Vous étiez chez Amazon, vous y avez travaillé pendant de longues années. Pendant 11 ans, oui. 11 ans. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi vous avez rejoint TutTut? Alors, j'ai travaillé pendant 11 ans chez Amazon dans la logistique. Ouais. Et je ne connaissais pas du tout cette solution collaborative. Donc, quand le fondateur Vincent Chabert me l'a expliqué, j'ai trouvé que ça répondait totalement aux challenges environnementaux, puisqu'il n'y a plus d'émissions, aux challenges économiques, puisque c'est moins cher, aux challenges de flexibilité, puisqu'une personne va directement livrer le destinataire, et puis aux enjeux sociétaux. Et avec la croissance de l'e-commerce, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de reconstruire des communautés. Avec une nouvelle offre que vous avez lancée il y a quelques semaines, à destination de qui? Alors, notre nouvelle offre, c'est une application qui s'adresse aux particuliers. Je vous donne un cas d'usage pour bien comprendre. Ouais. On achète un meuble sur le Bon Coin, mais on n'a pas le véhicule adapté. Grâce à TutTut, on va pouvoir avoir un cotransporteur qui va se positionner sur cette course et vous le faire livrer. Et alors, ces cotransporteurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de professionnalisation quand même? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très Parce bonne que comme il y a un défraiement, il y a un moment où on peut se dire je vais en faire le plus possible, quoi. Vous avez tout à fait raison. Et c'est un risque qu'on a identifié et qu'on a traité, puisqu'aujourd'hui, les sommes maximum qu'un cotransporteur peut toucher, c'est jusqu'à 250 € par mois. Donc c'est un complément de revenu, mais c'est jamais un travail. Donc ça veut dire que le nombre de transports va être plafonné dans le mois, quoi, d'une certaine façon. Exactement. Le nombre de courses va être plafonné en fonction du revenu, en fonction des coûts. Merci beaucoup Pierre-Étienne Montenot et à bientôt sur Bismart for C'était un Change. plaisir. On passe tout de suite à la fin de l'émission. Elle est déjà finie, c'est passé trop vite. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.